On l'appelait l'homme qui tirait hors cadre, pas parce qu'il aimait briser les règles, mais parce que ses doigts voyaient des angles que le manuel n'avait jamais imaginés. Le chef d'une colonne de panzers, sûr de sa supériorité et des cartes, sentit d'abord une série d'impacts étrangement espacés, comme si la mort choisissait ses victimes au ralenti. En une demi-heure, ce qui devait être une percée mécanique, précise et terrifiante, se transforma en une pile de fer tordue et fumante. Ceux qui avaient ordonné pas de tir non autorisé chercheraient un bouc émissaire, mais quand la vérité éclatera, elle révélera un artilleur méprisé, un plan improvisé, et la preuve que l'audace d'un seul homme peut renverser une colonne de fer. La pluie tombait, en fines aiguilles, sur les collines boueuses du nord de la France. Le caporal Henri Delmas, artilleur de la 3e batterie, regardait à travers la jumelle fendue la vallée en contrebas. L'odeur du gasoil allemand arrivait avant même les chars. Une colonne de Panzers IV, alignée, méthodique, avançant comme une bête de métal. À côté de lui, le lieutenant Moreau ajustait nerveusement sa carte, abritée sous sa veste. Feu à 400 mètres, ordonné uniquement sur signal du poste radio. Aucun tir non validé, compris. Henri acquiesça sans répondre. Il connaissait les ordres, les munitions étaient comptées, les positions à peine fortifiées. Tirer trop tôt, c'était signer leur arrêt de mort. Mais il savait aussi ce que la carte ne montrait pas. Le terrain bougeait. Là où la boue formait une pente invisible, les chars allaient naturellement se regrouper. Un point mort parfait pour un tir croisé. Le genre de choses qu'on sentait, pas qu'on lisait. Henri abaissa la jumelle. Son visage était sale, creusé, mais son regard restait clair. Il murmura. « Ils vont se rassembler ici. Si on attend le signal, on n'aura plus qu'à prier. » Son camarade, le moine, jeta un œil inquiet. « Tu vas pas recommencer avec tes plans improvisés, hein ?» Le lieutenant n'a jamais vu un panzer grimper un talus sous la pluie. Le radio grésilla. Une voix lointaine ordonna « Tenez la position, attendez les coordonnées officielles. » Henri regarda ces hommes, des visages jeunes, trempés, des mains crispées sur les leviers du canon de 65 mm. Il inspira profondément, puis il fit l'impensable. Batterie, angle 35, élévation 7. Pas de tir direct, on vise le flanc de la pente. Le moine blêmit. « T'es fou, Delmas, c'est pas validé. » Henri répondit calmement. « Non, mais c'est juste. Feu. » Le premier obus partit, sifflant dans la brume, explosion sourde, puis une deuxième, une troisième. Les tirs semblaient erratiques, trop espacés, trop hauts. Moreau hurla dans la radio. « Qui a donné l'ordre ?» Henri ne répondit pas. Il ajusta la visée encore. Un peu plus à gauche, le moine. Ils vont glisser dedans. Et soudain, le miracle mathématique se produisit. Le sol cédant, la boue entraînant les blindés dans un goulot parfait. Une colonne entière de panzers coincés, exposés, incapables de reculer ni d'avancer. Henri se redressa, essuya la pluie de ses yeux. Maintenant, feu concentré, tout. Les canons crachèrent, et la vallée devint un enfer de métal. L'odeur de poudre s'accrochait à la pluie. Les obus continuaient de tomber, précis, presque chirurgicaux. Chaque impact semblait calculé à l'instinct. Henri Delmas suivait la trajectoire du feu comme un musicien suit une partition invisible. Devant, la colonne allemande s'enlisait. Les chenilles des panzers patinaient. Les chars se heurtaient entre eux. Un panzer tenta de grimper sur un talus pour échapper à la boue, mais un obus le frappa de flanc. Le véhicule bascula, se coucha sur le flanc. Un nuage noir s'éleva. Le moine hurla. « C'est un massacre, mon vieux. T'as vu ça ?» Henri resta impassible. « Continue à charger. Ils vont essayer de reculer, mais ils n'ont plus de ligne. »
Derrière eux, un cri retentit. Le lieutenant Moreau surgit, trempé, furieux, la carte à la main. « Delmas, vous avez perdu la tête, vous tirez sans autorisation. » Henri leva à peine la tête. « Regardez dans la vallée, mon lieutenant. Vous voyez le résultat de votre carte. » Moreau se pencha, vit les Panzers piégés dans la boue, les flammes montant d'entre les blindés. Son visage se figea. « Comment avez-vous su ?» Henri haussa les épaules. « J'ai juste regardé la terre, pas les ordres. » Un silence pesant s'installa. Le lieutenant reprit contenance. « Vous avez violé le protocole. Vous allez être relevé dès que la position sera sécurisée. » Henri ne répondit rien. Il observait ses hommes, l'un d'eux tremblant en rechargeant, un autre essuyant le canon brûlant avec un chiffon humide. Il sentit la peur dans leurs gestes, la fatigue, mais aussi une étrange fierté. Soudain, un rugissement métallique déchira l'air. Un Panzer encore valide, un des derniers, venait de pointer son canon vers la position française. Henri cria « Couverture, angle 20, vite !» Trop tard. L'obus allemand siffla au-dessus de la batterie et explosa derrière eux. La terre se souleva. Des morceaux de métal pleuvaient. Le moine tomba, blessé à la jambe. Henri courut vers lui, le tira derrière un rocher. « Tiens bon, mon gars, on va te sortir de là. Dis-leur que c'était pas de ta faute, hein ?» haleta le moine. Henri posa une main sur son épaule. « Non, je leur dirai que c'est grâce à toi. » Moreau, tremblant, se rapprocha. « Delmas, je retire ce que j'ai dit. Continuez le tir, vous commandez la batterie. » Henri hocha la tête, prit le casque du lieutenant tombé dans la boue, le remit sur sa tête. « Très bien. Alors, feu libre, jusqu'au dernier obus. » Le tonnerre du canon ne cessait plus. Les servants, trempés, les bras meurtris, rechargeaient encore et encore. La terre vibrait sous chaque déflagration. Henri Delmas, les mains couvertes de suie, observait à travers le viseur. Chaque obus frappait avec une précision presque surnaturelle, non pas dans les chars eux-mêmes, mais sur le sol autour. Il voulait les enterrer, les coincer, les faire s'écraser les uns sur les autres. Tire à 15 mètres devant la colonne, pas dessus. « Mais pourquoi ?» cria un soldat. « Parce qu'ils vont glisser dedans. » Et effectivement, un Panzer tenta d'avancer. Sa chenille s'enfonça dans la cratère, encore fumant. Le char chavira lentement sur le flanc. Les hommes autour de Delmas observaient, fascinés. C'était comme voir un piège invisible se refermer. Le moine, blessé mais toujours conscient, gémit. « Tu les fais tomber dans leur propre enfer. » Henri sourit à peine. « Non, je les renvoie juste à la terre qu'ils ont salie. » Un nouvel ordre claqua dans la radio. La voix du commandement à l'arrière. « Cessez le feu immédiat. Vos tirs sont hors schéma. Répétons, cessez le feu. » Le lieutenant Moreau hésita. Henri leva la main. « On coupe la radio. Ils ne sont pas ici. » « Delmas, si on te couvre, c'est la cour martiale assurée. » Henri répondit simplement. « Et si on arrête, c'est la tombe assurée. » La radio tomba dans la boue, débranchée. Le silence dura une fraction de seconde avant qu'un nouveau tir ne gronde. Henri pointait le canon vers le dernier Panzer, encore en mouvement. Feu final! L'obus partit. Un souffle énorme secoua la vallée. Le Panzer explosa, sa tourelle projetée dans l'air avant de retomber lourdement dans la boue. Un cri monta du fond du champ de bataille, un cri allemand, désespéré. Puis, le silence. Le lieutenant baissa lentement ses jumelles. Mon Dieu, une colonne entière. Henri, couvert de boue et de sang séché, s'assit à même le sol, le souffle court. Ce n'est pas Dieu, c'est juste un angle qu'ils n'ont pas vu venir.
Les hommes autour de lui restaient pétrifiés. Le moine, pâle, chuchota. « On vient de faire l'impossible. » Henri ferma les yeux. « Oui, et maintenant, on va devoir en payer le prix. » Le lendemain, la pluie avait cessé. La vallée n'était plus qu'un cimetière de fer. Des carcasses de panzers fumantes, des chenilles tordues, des silhouettes noircies, figées dans la boue. Henri Delmas observait le champ de bataille depuis la crête. Ses hommes derrière lui, épuisés, le visage creusé par la fatigue et la peur. Personne ne parlait. Seul le vent faisait claquer une tôle arrachée quelque part dans la plaine. Un camion arriva, soulevant la poussière humide. Dehors, en descendit un officier à l'uniforme impeccable, le commandant Durieux, envoyé du corps principal. Son regard glacial balaya les survivants, puis s'arrêta sur Delmas. « Caporal Henri Delmas, c'est moi, mon commandant. » Durieux hocha lentement la tête. « Vous avez ignoré 3 ordres directs de cesser le feu. Vous avez agi sans coordination avec le QG et mis en péril une position stratégique. » Henri ne répondit rien. « Vous avez quelque chose à dire pour votre défense ?» Delmas leva les yeux vers la vallée en contrebas. « Oui, mon commandant, regardez là-bas. » Durieux suivit son regard. Il vit les restes calcinés des blindés allemands. « Une colonne entière, » dit Delmas calmement. « 32 chars, 0 survivants. » Un silence. Le commandant resta figé quelques secondes. Puis il se tourna vers ses adjoints. Noté dans le rapport, résultat confirmé. Mais son ton restait froid, administratif. « Cela ne change rien, caporal. Vous avez désobéi. Vous serez transféré à l'arrière pour enquête. » Le moine, soutenu par un camarade, protesta. « Sans lui, on serait tous morts. Vous appelez ça de la désobéissance. » Durieux ne daigna même pas répondre. Henri posa une main sur l'épaule de son camarade. « Laisse tomber. Ils ont besoin d'un coupable, pas d'un survivant. » 2 soldats vinrent le chercher. Delmas les suivit sans résistance, traversant les lignes françaises comme un prisonnier. Les regards se baissaient devant lui. Respect, peur, incompréhension. Dans le camion qui l'emmenait vers l'arrière, il regardait une dernière fois la vallée. Le soleil perçait enfin les nuages. La boue brillait, dorée, presque paisible. Henri murmura pour lui-même. Peut-être que la victoire n'a jamais eu besoin d'autorisation. 2 jours plus tard, le poste de commandement de la 3e division française, installé dans une ancienne école, sentait la poussière, la craie et le tabac froid. Dans la salle principale, transformée en tribunal improvisé, 3 officiers siégeaient derrière une table. Henri Delmas, toujours couvert, de marques de poudre, se tenait droit, sans uniforme propre, les mains liées devant lui. Le colonel Ribière, président du conseil, feuilletait un dossier. « Caporal Delmas, le rapport est accablant. Vous avez contrevenu aux ordres directs de votre hiérarchie et pris sur vous d'engager un combat non autorisé. Connaissez-vous la sanction prévue ? » « Oui, mon colonel, la cour martiale. » « Et pourtant, vous ne niez rien. » « Non, je ne nie pas les ordres. Je dis seulement qu'ils étaient aveugles. » Un murmure parcourut la salle. Le colonel leva les yeux. « Expliquez-vous. » Henri inspira lentement. Les cartes disaient « attendre ». Le terrain disait « frapper maintenant ». Si j'avais obéi, les Panzers auraient eu la crête, et vous ne seriez pas là pour me juger. Il s'interrompit, cherchant les mots. Ce jour-là, j'ai vu la boue bouger. J'ai senti que le sol allait les piéger. Pas un calcul, pas une intuition de héros, juste une certitude dans les tripes. J'ai tiré parce que je savais que c'était juste. Le colonel le fixa un long moment.
Vous croyez qu'une guerre se gagne à l'instinct? Henri répondit doucement. Non, mon colonel, mais elle se perd à l'obéissance aveugle. Le silence tomba. Un des officiers à gauche tout sauta. Le lieutenant Moreau a confirmé vos dires. Il a reconnu que votre initiative a stoppé la colonne ennemie. Mais il a aussi précisé que vous avez ordonné de couper la radio et tirer malgré 3 ordres de cesser le feu. C'est exact. Vous admettez donc la désobéissance? Oui, et je l'assume. Le colonel referma le dossier. Vous êtes un bon artilleur, Delmas. Peut-être trop bon pour rester soldat. Henri haussa un sourcil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que dans cette armée, les héros improvisés gênent les manuels, et les manuels sont plus faciles à commander. Il fit un signe à un sergent. En attendant la décision du haut commandement, vous êtes mis à pied et placé en détention disciplinaire. Henri resta immobile. Puis, calmement, il dit « Je préfère une cellule propre à une conscience sale. » La cellule était froide, humide, et sentait la rouille. Henri Delmas était assis sur un banc de pierre, les coudes sur les genoux. Dehors, on entendait les pas réguliers des sentinelles, le cliquetis de leurs fusils. Le silence, après la bataille, pesait plus lourd que le bruit du feu. Il revoyait tout. Le premier tir, la boue, le cri de Lemoine, les panzers s'enlisant les uns sur les autres. Chaque image revenait comme une photo tachée de suie. Et avec elle, une seule question. Avait-il eu raison? La porte s'ouvrit. Un officier entra, tenant un dossier sous le bras. C'était le lieutenant Moreau, celui-là même qui l'avait menacé puis couvert. Il resta un instant sans parler. « Vous savez que je risque ma carrière en venant ici ?» Henri esquissa un sourire. « J'ai déjà ruiné la mienne, lieutenant. Vous pouvez vous asseoir. » Moreau s'assit en face de lui. « Le commandement veut vous faire passer pour un exemple, mais dans le mauvais sens. Un avertissement pour les autres. Je m'en doutais. Pourtant, les rapports du terrain circulent. Les unités voisines parlent d'un miracle d'artillerie. Même les Allemands ont reconnu avoir perdu toute une colonne sans comprendre comment. » Henri leva la tête. « Alors, ils savent que ce n'était pas un miracle, juste un type qui n'a pas attendu. » Moreau le regarda longuement. « Vous savez, Delmas, j'ai relu vos coordonnées de tir. Elles ne suivent aucun schéma connu. Pourtant, chacune était parfaite. » Henri sourit. Le terrain parlait. Je l'ai juste écouté. Le lieutenant hésita, puis sortit une feuille pliée. « J'ai déposé une demande de révision de votre dossier. Si on prouve que votre manœuvre a empêché une percée ennemie, ils devront annuler la sanction. Vous croyez encore au règlement, vous? Non, mais j'y crois assez pour essayer. » Henri hocha lentement la tête. « Alors faites-le, pas pour moi, pour Lemoine, pour les gars qui ont tiré, sans savoir s'ils reverraient le soleil. » Moreau se leva, rangea la feuille dans sa veste. Avant de sortir, il ajouta « Vous savez, Delmas, parfois, la guerre a besoin de désobéir pour survivre. » Henri répondit sans le regarder. « Et parfois, elle a besoin qu'on se taise pour se souvenir. » La porte se referma. Henri resta seul avec son silence. Mais cette fois, ce silence n'avait plus le goût de la honte. Il avait celui de la paix. 2 semaines passèrent. Dans les bureaux du haut commandement, à Reims, les cartes du front tapissaient les murs. On y voyait des flèches rouges, des zones encerclées, des annotations nerveuses, et au centre de la grande table, un dossier portait un nom griffonné, à la hâte, Delmas, Henri, incident de la vallée Nord. Le colonel Ribière entra, l'air fatigué. À ses côtés, le lieutenant Moreau portait sous le bras un nouveau rapport. « Colonel, je demande que vous lisiez ceci avant de transmettre le dossier à Paris. » Ribière soupira.
Moreau, l'affaire est close. Il a désobéi. Point final. Lisez juste ça. Le colonel prit la feuille. Elle décrivait, avec précision, les coordonnées de tir de Delmas, la trajectoire des obus, la composition du terrain. Mais ce n'était pas seulement un rapport, c'était une démonstration. Chaque angle, chaque impact formait une séquence logique, presque géométrique, exploitant la topographie de la vallée. En termes clairs, c'était un schéma d'artillerie inédit, capable de multiplier la puissance d'une batterie par 3. Ribière releva les yeux. « Vous êtes en train de me dire qu'il a inventé une nouvelle méthode de tir ?»« Oui, mon colonel. Et sans aucun calcul préalable. Il a simplement observé le terrain. Les Allemands eux-mêmes ont noté la salve en cascade. Ils pensaient qu'on utilisait une nouvelle arme. » Le colonel resta silencieux. Puis il posa le rapport sur la table. « Ce que vous proposez, Moreau, c'est de transformer un acte de désobéissance en modèle tactique. Pas un modèle, mon colonel, une leçon. Celle que l'instinct, quand il est juste, peut sauver une armée. » Un jeune officier, resté en retrait, intervint timidement. « Si on publie ce rapport, les unités d'artillerie pourraient s'en inspirer. Ça pourrait changer nos manuels de tir. » Ribière le fixa un instant, puis se tourna vers Moreau. « Et lui, Delmas, qu'est-ce qu'on en fait ?»« On le libère, on l'envoie à l'arrière, former les jeunes. Il refusera. Je sais, mais il faut essayer. » Le colonel referma le dossier avec un long soupir. « Très bien, je transmets. Mais si Paris dit non, c'est toi qui assumes. J'assumerai, comme lui. » Moreau sortit du bureau, le dossier sous le bras. Dehors, la pluie recommençait à tomber. Et dans le lointain, on entendait le grondement sourd des canons, comme si le front lui-même attendait la suite. Un matin d'avril, la porte de la cellule s'ouvrit. Henri Delmas, encore assis sur son banc, leva les yeux sans émotion. Devant lui se tenait le lieutenant Moreau, le visage fatigué, mais un léger sourire aux lèvres. « Debout, caporal. Vos ordres viennent de changer. » Henri fronça les sourcils. « On m'envoie au peloton, c'est ça ? » ?»« Non. On vous transfère à l'école d'artillerie de Châlons. » Henri éclata d'un rire bref, amer. « Pour enseigner quoi ? La désobéissance ?» Moreau haussa les épaules. « Pour enseigner à penser. » Ils sortirent ensemble dans la cour. Le ciel était clair, presque printanier. Des soldats passaient, le saluant discrètement, certains avec respect, d'autres avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. Henri se sentait étrangement étranger à ce monde. « Et le rapport ?» demanda-t-il enfin. « Approuvé par Paris. Votre méthode portera votre nom, le schéma Delmas. » Henri s'arrêta net. « Vous plaisantez ? » ?»« Non. Le colonel Ribière a validé la diffusion aux batteries du front. On va enseigner vos angles, vos séquences de feu. On dit que ça a déjà servi à Arras pour briser une percée allemande. » Henri resta muet un long moment. Puis il souffla, à mi-voix. « Alors tout ça n'a pas été pour rien. » Moreau hocha la tête. « Non, mais ne vous méprenez pas, caporal. Il ne vous aime pas pour autant. Vous êtes devenu un symbole, et les symboles, on les garde à distance. » Henri sourit tristement. « Je préfère la boue à la gloire. » Je m'en doutais. Mais il y a une dernière chose. Moreau sortit une enveloppe scellée. « Le commandement vous offre une médaille pour acte de bravoure exceptionnel. » Henri la prit, la regarda un instant, puis la posa sur une caisse. « Donnez-la à Lemoine. Il a perdu plus que moi ce jour-là. » Un silence suivit. Le vent soufflait doucement sur la cour. Moreau le regarda partir. Henri s'éloignait sans se retourner,
sa silhouette se fondant dans la lumière du matin. Quelques semaines plus tard, à Châlons, dans un hangar réaménagé, un jeune instructeur montrait à ses élèves un tableau couvert de chiffres et d'angles. Au fond de la salle, assis à l'écart, Henri observait. L'officier expliquait. « Ce schéma, messieurs, a été conçu sur le terrain. Il repose sur la lecture du relief et l'instinct. Il s'appelle le schéma d'Elmas. » Un murmure d'admiration parcourut la classe. Henri se leva, prit sa veste et sortit. Dehors, le vent portait encore l'écho des canons lointains. Il ferma les yeux, écouta, puis murmura « J'espère qu'ils tireront mieux que moi. » L'été 1940 touchait à sa fin. Les combats s'éloignaient vers l'Est, mais la France brûlait encore dans le cœur de ceux qui avaient survécu. Henri Delmas, désormais simple instructeur, vivait dans une petite maison près du champ de tir de Châlons. Chaque matin, il se levait avant l'aube, observait la brume se lever sur les collines et écoutait le silence, ce silence qu'il avait autrefois défié par le feu. Un jour, un jeune soldat vint frapper à sa porte. « Caporal Delmas, on a reçu un message du front. » Henri prit la feuille, lut et resta immobile. Les Allemands avaient percé à Sedan. L'unité qu'il avait formée, les jeunes qu'il avait entraînés, venaient d'appliquer son schéma et avaient tenu la ligne pendant 20 heures. Le message se terminait par une phrase. « Grâce à la méthode d'Elmas, la batterie 14 n'a pas reculé d'1 mètre. » Henri s'assit, la feuille entre les mains, ses doigts tremblaient. « Alors ils ont compris, » murmura-t-il. Mais le soldat ajouta, plus bas. « Tous n'en sont pas revenus. Le lieutenant Moreau est tombé hier. » Henri ferma les yeux. Une vague de silence, immense, monta en lui. Puis il se leva lentement, prit sa vieille veste et marcha jusqu'au champ de tir. Là, il s'arrêta devant un canon de 75, posé sur une plateforme d'instruction. Il posa la main sur le métal froid, comme on salue un vieil ami. « On a fait ce qu'on pouvait, mon vieux. Et tu vois, ils tirent encore. » Il chargea un obus d'exercice, ajusta la visée, par pur réflexe. Puis il tira une seule fois, dans le vide, sensible. Le son roula sur les collines, grave et long, comme un adieu. Henri resta là, les mains sur le canon, jusqu'à ce que le vent emporte la dernière note. Et pour la première fois depuis la vallée, il se sentit libre. Abonnez-vous pour d'autres récits réels de courage, d'instinct et d'humanité au cœur de la Seconde Guerre mondiale.